Janvier 45. L'armée rouge se prépare pour l'assaut final. Objectif, Berlin. Chaque soldat soviétique commence à rêver qu'il sera le premier à entrer dans la capitale du Reich. Comme en rêvent tous les maréchaux et tous les généraux de l'armée rouge qui, depuis la bataille de Koursk, en août 43, volent de victoire en victoire. Ils sont presque tous là. Vassilievski, l'ancien chef d'état-major de Staline. Tcherniakovski, le plus jeune commandant de groupe d'armée, et Ludnikov, le héros de Stalingrad. Koniev, le défenseur de Moscou et l'un des vainqueurs de Koursk. Zhukov et Rokossovski, Rokossovski, le libérateur de la Russie blanche. Zhukov, l'homme des situations désespérées, le sauveur de Moscou, de Leningrad, de Stalingrad. Depuis des semaines, l'état-major soviétique étudie minutieusement le plan de la grande offensive, comme en témoigne son ancien porte-parole, le général Boltin. La guerre nous a appris à respecter les forces de l'ennemi. Voilà pourquoi le commandement suprême soviétique ne comptait pas sur une victoire facile et il se préparait au grand combat. Quand a débuté l'offensive soviétique? Le commencement de l'offensive soviétique était accéléré par la demande des Alliés, qui était exprimée par Churchill dans sa lettre adressée à Staline le 6 janvier. Les troupes soviétiques sont passées à l'offensive le 12 janvier. L'attaque brusquée était irrésistible. 4 millions de soldats soviétiques s'élancent sur un front de 500 km, de la mer Baltique aux Carpates. Ce jour-là, Berlin est encore loin. Au nord, les groupes d'armées de Tcherniakovski et de Rokossovski marchent en direction de la Prusse orientale. Au centre, le principal corps de bataille, le groupe d'armées de Zhukov et celui de Koniev, 160 divisions, plus de 2 millions d'hommes. Varsovie, la ville martyre, est enfin libérée et les troupes soviétiques foncent sur l'axe Varsovie-Berlin en direction de Poznan. Les blindés de Zhukov et de Koniev enfoncent le front allemand et avancent de 300 km en 15 jours. Mais il faut des semaines pour liquider les poches de résistance allemande, comme à Poznan. Le siège de Poznan a duré 1 mois. Des 60 000 soldats allemands de la garnison, 23 000 seulement sont faits prisonniers. Les autres sont morts. Le commandant de la garnison, le général Mattern, accepte de se rendre. Son adjoint, lui, a préféré se suicider. Est-ce le soldat qui a voulu échapper au déshonneur ou le nazi qui a eu peur du châtiment? Pour les atrocités commises ici, dans les anciens territoires polonais annexés par Hitler, les chambres de torture, les exécutions en masse. Pour les Polonais de Poznan, c'est la fin du cauchemar qui a duré 5 ans. La fin du cauchemar aussi pour les prisonniers français, enfermés dans leur stalag de Silésie.
Ils avaient été capturés à Dunkerque. Ils rentreront par Odessa. La fin du cauchemar pour le troupeau pitoyable des déportés que les Allemands poussaient devant eux. Et la fin du voyage, heureusement, pour ceux dont le train s'est arrêté ici, dans la campagne gelée, à l'arrivée des avant-gardes soviétiques. Au bout de la route, il y avait Majdanek, Treblinka, Auschwitz, les usines de la mort. Auschwitz, la solution finale. 4 millions d'êtres humains exterminés, méthodiquement, systématiquement. Les Russes y entrent le 27 janvier et n'y trouvent que quelques milliers de survivants, numérotés pour la vie par les tatouages des SS. Avec sa compagnie d'assaut, le capitaine Joseph Prout a libéré un de ces camps. Naturellement, on savait par nos journaux que des choses pareilles se passent, mais on ne peut pas y croire, vous savez. Et quand on a vu, quand on est entré à Majdanek, et quand on a vu des montagnes de cheveux de femmes, quand on a trouvé un hangar où il y avait, je ne sais pas, une centaine de mille de petits souillés d'enfants, pour mes soldats et pour moi, c'était le moment le plus terrible de la guerre. À ce moment-là, vous n'avez pas éprouvé une véritable haine pour les Allemands? Ah oui, ça, il faut le dire. La haine était terrible. Germania, l'Allemagne. Fin janvier, les Russes entrent en Allemagne. L'Allemagne nazie, l'Allemagne abhorrée. L'Allemagne qui, depuis 6 ans, fait trembler l'Europe et le monde. C'était une question d'orgueil d'être un des premiers qui a traversé cette frontière terrible, n'est-ce pas? Est-ce que les Allemands, eux, n'avaient pas très peur qu'il y ait une réaction très violente des soldats soviétiques? Si, les Allemands avaient peur. Quand on entrait dans les villes, vous savez, les visages des habitants, ils croyaient que c'est leur dernier jour. Traversant comme des fantômes les villes en flammes, les troupes de Koniev occupent la Haute-Silésie.
celles de Zhukov envahissent la Poméranie et le Brandebourg, au cœur de la Prusse. Hitler, qui attendait en vain dans son nid d'aigle la chute de Strasbourg, rentre précipitamment à Berlin. Il écume de rage. Tous les généraux sont des traîtres. Il en limoge la moitié, il fait arrêter les tièdes. Il les remplace par de vrais nazis, des jusqu'au-boutistes, comme Goebbels, comme Himmler. Il crie, il tempête, et tous les murs d'Allemagne lui renvoient l'écho de ses vociférations. Nous ne capitulerons jamais. Protégez nos femmes et nos enfants contre les hordes rouges. C'est la victoire ou la Sibérie. Tenez bon. Sur les ponts de l'Oder, les régiments qui montent au front croisent les réfugiés qui fuient devant les Russes. L'Oder, dernier rempart à l'est. Ordre personnel du Führer. Établir en hâte une ligne de défense tout le long du fleuve. Y expédier 4 divisions. On leur a donné des noms pompeux, comme s'il s'agissait d'unités d'élite. En fait, on vient de les former, sans entraînement, sans équipement, en raclant les fonds de caserne. Ordre personnel du Führer. Transformer les principales villes sur l'Oder en forteresses. Ordre personnel du Führer. Envoyer pour les soutenir 2 divisions blindées qu'on retirera du front des Ardennes. Hitler ordonne, exige, mais dans le vide. Sur le papier, 1 million d'hommes vont défendre l'Oder. En fait, ils sont 200 000. Et quand les Russes approchent, ils savent qu'ils vont se battre à 1 contre 5. Croit-il encore à Hitler? Croit-il encore à l'Allemagne? Ils ne se posent plus de questions. Ils obéissent aux ordres personnels du Führer. Sur des terrains de fortune à moitié inondés, les rares survivants de la Luftwaffe décollent pour une dernière mission à 1 contre 10. L'un de ces pilotes, le colonel Rudel, 29 ans, las du bombardement en piqué, vient de perdre une jambe. 3 semaines plus tard, il repart au combat. Grâce aux 2 canons de 37 qu'il a installés sur son Stuka, il détruit son 2 millième char. En un mois, les Russes ont avancé de 600 km, récupéré la Pologne, envahi la Poméranie, le Brandebourg et la Silésie. Ils ne sont plus qu'à 60 km de Berlin. Mais avant de lâcher Zhukov sur la capitale, l'état-major soviétique veut liquider d'abord les armées allemandes qui se trouvent en Prusse orientale et qui menacent ses arrières. Fin février, Staline donne l'ordre d'arrêter la grande offensive sur l'Oder, où la Wehrmacht tient encore Küstrin, Francfort et Breslau. Les Allemands vont-ils avoir un moment de répit? Non, car à l'ouest, les Alliés, qui se sont enfin ressaisis après la bataille des Ardennes, reprennent l'offensive tout le long du Rhin. Début mars, Churchill vient visiter la ligne Siegfried. Elle n'a pas plus servi aux Allemands que la ligne Maginot aux Français en 1940. Pour les Anglais, c'est un symbole. Au pire moment de la guerre, ils chantaient une rengaine. Nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried. Voilà qui est fait, Norman Churchill.
Mais maintenant, il faut traverser le Rhin. Le Rhin, dernier rempart à l'ouest. De Nimègue à l'Alsace, Hitler a ordonné de faire sauter tous les ponts. Le 7 mars, à 1 heure de l'après-midi, le peloton de reconnaissance du lieutenant Emmett Burroughs de la 9e division blindée américaine découvre un pont intact, le pont de chemin de fer de Remagen. Il lance ses hommes de l'autre côté du Rhin et alerte l'état-major stupéfait. Bientôt, les blindés de la première armée américaine s'engouffrent derrière lui et traversent le Rhin à pied sec avec les compliments de la 9e DB. Hitler pique une nouvelle crise. Il fait fusiller les sapeurs du génie allemand dont les charges de plastique n'ont pas explosé. Il limoge le maréchal von Rundstedt. Il envoie des Stuka, des hommes grenouilles de Skorzeny et même 11 V2 pour essayer de détruire le pont. Rien n'y fait, 5 divisions américaines passent le Rhin. Au bout de 10 jours, le pont de Remagen s'effondre, tout seul, sous le poids des blindés. Trop tard, les Américains possèdent déjà une solide tête de pont. Plus au nord, la 9e armée américaine attaque Cologne sur le Rhin. Au milieu des ruines, les célèbres tours de la cathédrale, hautes de 160 mètres, sont toujours debout, depuis 7 siècles. Le squelette de la gare aussi, mais une gare qui ne conduit plus nulle part. Tout au nord, face à la Ruhr, les Anglais, eux, sautent par-dessus le Rhin. Le 24 mars, à 9 h du matin, 1700 avions et 1300 planeurs transportent 14 000 hommes de l'autre côté du fleuve. Leur mission, encercler la Ruhr. Le sanglant échec d'Arnhem n'a pas ébranlé la confiance de Montgomery dans les parachutistes. Cette fois-ci, l'opération réussit, mais non sans mal. Britanniques et Canadiens tombent sur les parachutistes allemands de Meindl. Et il faut 2 jours de durs combats à l'infanterie légère des Highlands du Canada et aux chars britanniques pour s'emparer de la ville de Speldrop et consolider la tête de pont. Au sud, dans le Palatinat, les Français traversent le Rhin à leur tour, à Gemmersheim, le 31 mars. Le 2e corps d'armée du général de Montsabert, tirailleurs algériens et marocains, FFI du colonel Fabien, appuyés par la 5e division blindée, prennent Karlsruhe 3 jours plus tard. De l'autre côté, à l'est, pendant que l'offensive sur l'Oder est arrêtée, 4 groupes d'armées soviétiques encerclent la Prusse orientale, où se trouvent 500 000 soldats allemands.
troisième corps de chars de la garde de Rokossovski prend Köslin et atteint la Baltique en 2 jours. Le 1er mars, la Prusse orientale est coupée du reste de l'Allemagne. Pendant ce temps, Bagramian et Tcherniakovski encerclent Königsberg. Jour et nuit, l'aviation soviétique pilonne la ville. Parmi les chasseurs qui escortent les bombardiers soviétiques, une escadrille française, Normandie-Niemen. Devant Königsberg, elle est décorée de l'ordre du drapeau rouge. Toute la Russie connaît déjà le visage de ces Français qui ont choisi de venir se battre à ses côtés aux heures les plus noires de l'hiver 42. Pour tous les Russes, ils sont devenus des frères d'armes. Certains sont héros de l'Union soviétique. Ils étaient 100. 56 d'entre eux sont morts au combat. Mais à bord de leur yacht, ils ont remporté 273 victoires. Dans la fumée des bombes et des obus, dans une nuit crépusculaire, les 230 000 défenseurs de Königsberg résistent pendant 2 mois. L'amiral Dönitz envoie le croiseur Prince Eugène et les dernières unités de la Kriegsmarine pour soutenir les assiégés. Tous les bâtiments disponibles, navires-écoles, dragueurs de mines, vieux paquebots désaffectés reçoivent pour mission sauver le plus de monde possible. Mais pour les civils, qui errent comme des spectres fous de terreur, pas de place sur les bateaux. Une seule issue, la mer gelée. Par moins 20 degrés, ils fuient sur les glaces de la Baltique, abandonnant les terres conquises sur les Slaves par les chevaliers teutoniques. Ils fuient, éperdument, vers l'ouest, vers Berlin en ruine. Hermann, Ernst von Borch, appartenait à une des grandes familles de Prusse orientale. Il avait 10 ans. Nous sommes allés à pied, peut-être 18 km. Et là, alors, devant nous, il y avait ce qu'on appelle un trek de réfugiés dans leurs wagons. Des avions russes étaient venus. Ils ont bombardé et mitraillé ce trek. Et j'ai vu des wagons exploser, des trous de grenades, des bombes dans la rue. Et j'ai vu des cadavres déchirés. Une partie là, dans un arbre, une partie là, dans un arbre. À votre avis, M. von Borch, combien y a-t-il eu de réfugiés? Une vingtaine de millions. Pourquoi sont-ils partis? Pourquoi cet exode? Ils sont partis parce qu'ils ont eu peur. Peur de perdre la vie, peur des cruautés de l'ennemi, peur aussi des conséquences de rester, parce qu'ils savaient fort bien qu'il y avait un esprit de revanche justifié des Russes contre les Allemands. Le 28 mars, les Russes de Rokossovski, les troupes polonaises qui se battent sous ses ordres, prennent Danzig. Danzig. Tout a commencé ici en 1939. En arrachant la ville aux Polonais, Hitler avait dit
Qui voudra mourir pour Danzig? Depuis, 36 millions d'hommes sont morts pour Danzig. Ce jour-là, c'est le drapeau polonais qui flotte sur la ville. Danzig redevient Gdansk. Devant Königsberg, qui tient toujours, le maréchal Vassilievski vient remplacer le général Tcherniakovski, tué au combat. Le 6 avril, il donne l'assaut final. Les Russes font 84 000 prisonniers, hébétés, terrés dans les caves. Le jour où le maréchal Vassilievski peut enfin contempler la statue du plus célèbre des Prussiens, Bismarck, Königsberg est devenu Kaliningrad. La Prusse orientale, patrie du nationalisme allemand, est rayée de la carte. Ici, les soldats russes sont désormais chez eux, en territoire soviétique. Ce qu'ils ont conquis, ce ne sont pas seulement des terres, mais aussi l'énorme potentiel industriel de l'Allemagne, les chantiers de la Baltique, les usines de Silésie. Aussitôt, les Russes démontent les machines et les expédient en Union soviétique, dévastée par les Allemands. Là-bas, la reconstruction va commencer. Que faire du butin? Que faire de l'Allemagne? Que faire de l'Europe? Il est déjà temps d'y songer. En février, les Alliés se donnent rendez-vous à Yalta, en Crimée, pour en discuter. C'est une Russie victorieuse et triomphante qui accueille Churchill et Roosevelt. Господин президент, господин премьер-министр, почетный караул, в честь вашего прибытия Союз Советских Социалистических Республик построен. Начальник почетного караула, старший лейтенант Сазупеев.
Ensemble, les Alliés ont organisé la guerre. Il faut maintenant organiser la paix, et c'est encore plus difficile. Qui décidera? Les trois grands, seuls. Churchill, le combattant, il se méfie de Staline depuis toujours. Son prestige personnel est immense, mais déjà l'Empire britannique commence à faire figure de parent pauvre. Il ne peut plus imposer, il doit convaincre. Staline, le bolchevique, il est à l'apogée de sa gloire. Toute sa vie, il a été obligé de ruser. Aujourd'hui, il est le plus fort. Il ne demande pas, il prend. Roosevelt, le pacifiste, il dirige le pays le plus puissant de la Terre, mais il ne croit pas à la force. Il rêve de république universelle. Pour l'Allemagne, c'est l'unanimité. Elle sera démilitarisée, dénazifiée et occupée pendant 50 ans. Grâce à Churchill, la France aura aussi une zone d'occupation. Les grands seront 4 à Berlin. Pour l'Europe, le marchandage est serré. La Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, d'accord. Elles seront dans la zone d'influence soviétique. Mais pour la Pologne et la Tchécoslovaquie, on discute ferme. Après des heures de négociations, on finit par trouver un compromis, pour le moment. Le 11 février 1945 à 15 heures, le monde est virtuellement partagé en deux. Roosevelt est satisfait. Il a confiance dans l'avenir. Mais en voyant son visage miné par la maladie, chacun devine qu'il n'a plus longtemps à vivre. Plus assez en tout cas pour assister à la victoire. Staline, lui, est très content. De toute façon, a-t-il l'air de penser, la guerre n'est pas finie et la valeureuse armée soviétique continue d'avancer. Le 16 avril, Zhukov et Konev reprennent l'offensive et traversent l'Oder. À Berlin, 2 millions d'habitants et 1 million de réfugiés sont épouvantés quand ils apprennent la nouvelle. Les Russes ont passé l'Oder. Ils arrivent. Nous défendrons Berlin jusqu'au bout, hurle Goebbels à la radio. Combattez avec acharnement, fanatiquement. Tous les hommes, de 14 à 70 ans, même les infirmes, même les malades sont enrôlés dans la Volkssturm, la milice populaire. Pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos mères, a dit le Führer. Il n'y a pas assez de fusils, qu'importe. Chacun recevra une arme miracle. Encore une, le Panzerfaust. Avec ça, chaque Berlinois, homme, femme, enfant, doit détruire son tank russe. L'Allemagne, a dit le Führer, va sauver l'Europe des hordes d'Asie centrale. Est-ce qu'à partir de cette époque de la traversée de l'Oder, est-ce que vous avez eu l'impression que les Allemands continuaient à combattre férocement, comme toujours, enfin, ou est-ce que... Plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Tout d'abord, ils ont formé des bataillons de Werwolf. C'était disons, des partisans qui nous tiraient dans le dos. C'était leur dernière réserve, probablement. Mais si vous me demandez mon point de vue, pourquoi ça se faisait comme ça, il me semble qu'ils faisaient tout leur possible, le commandement allemand faisait tout leur possible, que l'Allemagne soit envahie par les forces occidentales et non pas par les forces soviétiques.
C'est pour ça qu'ils se défendaient acharnement, avec acharnement, si on peut dire comme ça. Contre vous? Contre nous. En laissant très facilement entrer les Anglais et les Américains. À l'ouest, 5 armées US envahissent l'Allemagne. Après avoir traversé le Rhin, les Américains découvrent un océan de ruines. Il n'y a plus de front, mais certaines unités de la Wehrmacht résistent avec l'énergie du désespoir. Il faut toute une division et 6 jours pour prendre Aschaffenburg, près de Mannheim. Et chaque fois, il faut faire appel à l'aviation. Pour ces soldats allemands, il n'y a plus d'espoir. Plus aucun espoir, ni à l'est, ni à l'ouest. Alors pourquoi continue-t-il à se battre, comme le faisait le lieutenant von Kageneck, officier de blindés, division Panzerlehr? Quand je regarde en arrière sur cette époque, 27 ans en arrière, je vois ça comme un rêve fou, comme un cauchemar. Je suis même incapable de saisir tel ou tel détail de cette époque. C'était une débâcle de plus en plus rapide. C'était comme un film qui se déroule de plus en plus rapidement. Je me souviens du bombardement de Düsseldorf. Je me souviens de la décoration que j'ai faite à 2 de mes lieutenants qui avaient été décorés d'une très haute décoration pour leur bravure qu'ils avaient fait avant dans les combats des Ardennes, où je même pas assisté. C'était un moment où je faisais encore un discours, où j'exaltais encore les bonnes vieilles traditions, l'honneur, la fierté, l'orgueil de l'officier allemand, où je disais encore des mots aussi stupides qu'il faut combattre pour la patrie jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'au la dernière cartouche. Et les gens le croyaient. La discipline était encore formidable, n'est-ce pas? Je vois encore mes 3 compagnies devant moi qui étaient présentées à moi. Après, c'était de nouveau des voitures, on reculait le jour, la nuit, on traversait des villes complètement détruites, des villages debout où les gens avaient déjà hissé les drapeaux blancs parce que les Américains étaient à nos trousses. Nous étions mal rasés, sales, crasseux. Les gens nous faisaient parfois le point parce qu'ils ne voulaient plus voir les soldats allemands. Et nous avons quand même fait 5 ans de guerre. Pologne, la France, l'Afrique, la Russie, au Cap Nord, en Égypte, sur les mers, dans les sous-marins. Nous avons dû voir là, pendant les derniers jours de cette guerre, les Allemands, de nos propres compatriotes, nous faire le point parce qu'ils ne voulaient plus voir de nous, ils ne voulaient plus de nous. Pour eux, la guerre était terminée et chaque soldat allemand qui passait encore était un danger de mort parce que pourrait attirer éventuellement des bombardiers américains. Aussi bientôt, ils abandonnent, les uns après les autres. Ils se rendent par divisions entières. Le 18 avril, tout le groupe d'armée B, 317 000 hommes, sont faits prisonniers dans la poche de la Ruhr. Après l'encerclement de la Ruhr, les Anglais marchent vers le nord, sur Hambourg. Les Américains avancent au centre, à la rencontre des Russes. Sur l'Elbe, ils feront leur jonction à Torgau. Et au sud, en direction de Francfort-sur-le-Main, Nuremberg et Munich.
Les civils allemands commencent à se demander, ces Américains, après tout. Conquérants, libérateurs, ah si seulement ils voulaient. On pourrait s'entendre avec eux, contre les Russes. Beaucoup y pensent, civils et militaires. Le général Galland, qui commande la chasse allemande, propose même ses avions à réaction Messerschmitt 262 aux Américains. Il leur envoie un de ses pilotes, le major Wilhelm Herget. Général Galland m'a demandé, Major Herget, voulez-vous essayer à parler avec Général Eisenhower? Vous parlez un peu la langue anglaise? Je disais oui, mon général. Je veux essayer. Il voulait proposer que tous les avions Messerschmitt 262 pouvaient voler avec la permission de l'Amérique contre la Russie. J'ai pris le 2 mai un Fiesler Storch pour aller à Schleißheim. J'ai parlé là avec un général, Person Minhor, de la 45e division de l'infanterie, et il a parlé avec général Eisenhower. Quelles étaient les réponses des Américains? Général Eisenhower disait non. Et après ça, c'était la fin de la Luftwaffe. Sur l'autoroute de Francfort à Nuremberg, la 7e armée américaine du général Patch avance maintenant à grandes étapes. C'est la voie triomphale d'Hitler, celle qui conduit au sanctuaire du nazisme, Nuremberg. Nuremberg en ruine. Des millions de nazis frénétiques acclamaient leur fureur ici, dans ce stade. La 3e armée, elle, libère Buchenwald. Patton, horrifié, a demandé à Eisenhower de venir voir, de ses yeux. Jamais de ma vie, en aucune circonstance, dit Eisenhower, je n'ai connu un choc pareil. Ces champs désolés, des fosses communes. Les Américains découvrent alors que dans le domaine de l'horreur, tout était possible dans l'Allemagne nazie. Nous n'étions pas au courant, gémissent les Allemands. Eh bien, vous allez voir. Allez, plus vite que ça, crie le MP en colère. Regardez, regardez le four crématoire. Regardez l'état d'ossement. Fin avril, la première armée française, après avoir nettoyé la Forêt-Noire,
fonce à travers l'Allemagne du Rhin au Danube. La première armée française prend Fribourg, puis Stuttgart. Stuttgart qui est dans la zone d'opération américaine. Tant pis. Truman proteste alors auprès de De Gaulle qui lui répond « J'y suis, j'y reste ». « 28 000 prisonniers allemands vont remplacer dans les stalags les prisonniers français délivrés. Depuis 5 ans, ils attendaient ce jour, mais ils ne se doutaient pas qu'ils seraient libérés par des soldats français. D'un château l'autre, le gouvernement de Vichy a échoué ici, à Sigmaringen sur le Danube. Mais Pétain et Laval ont déguerpi, l'un en Suisse, l'autre en Espagne, quand arrive la 5e DB le 22 avril. La 2e DB, qui se morfondait en France, a demandé à être de la fête. Le 29 avril, Leclerc entre en Allemagne avec une idée derrière la tête, prendre le repère d'Hitler, Berchtesgaden. Chacun veut y arriver le premier, comme le voulait l'aspirant Jean Raison. Pour tous, c'était un symbole. C'était la victoire, c'est l'aboutissement. L'aboutissement d'une longue route, d'une chevauchée qui nous avait menés, pour les plus anciens d'entre nous, depuis le Sahara, jusqu'au cœur du nazisme. Nous l'espérions sans trop y croire. Et tout le monde avait vraiment fait le maximum pour y arriver. On avait même craint à un moment donné, danger d'armistice. Le 4 mai, le peloton de tête de la 2e DB entre dans la gare de Berchtesgaden. Derrière, à peu près à la place où vous voyez ce train, nous avons trouvé un train complètement fermé. Avec ce pifomètre du troupier, un certain nombre d'entre nous ont été regardés. Et leur ahurissement, ils ont trouvé un train bourré de vivres, de vin, de tableaux, de trésors divers. C'était le train de Göring qui, dans l'extraordinaire pagaille de l'Allemagne de 45, avait navigué de Carinal à Berchtesgaden. Avec tout ce que Göring a pillé à travers l'Europe, dans les églises, dans les musées, des Cranach, des Rembrandt, des Renoir, des Manet, et des lingots d'or, des tonnes d'or. Au-dessus de la ville, le capitaine Touiras entre le premier au Berghof, la villa d'Hitler, et prévient l'aspirant Raison. C'est ici, à cet endroit même, qu'était la villa de Hitler. Vous n'en voyez que les fondations, les ruines. Il ne reste pas grand-chose. Qu'est-ce qui restait dans cette ville-là? Eh bien, dans cette villa, il restait... comme les plâtres étaient tombés, évidemment, et les meubles avaient été cassés, on connaissait un certain nombre de choses. Il y a des souterrains extraordinaires, plusieurs étages de souterrains. Souterrains qui étaient très bien équipés. Plusieurs couloirs qui se commandaient les uns les autres pour éviter, évidemment, qu'ils ne soient forcés. Avec des postes armés d'armes automatiques. Les servants n'étaient plus là. Ils avaient déguerpi. Nous sommes rentrés. Ce que nous avons éprouvé, eh bien, c'est un sentiment d'irréalité. Nous sommes rentrés là dans le cœur de Berchtesgaden. Et tout le monde avait fui. Les maîtres qui avaient fait régner la terreur pendant des années n'étaient plus là. Est-ce que le général Leclerc est venu ici? Le général Leclerc est venu à cet endroit le lendemain. Le lendemain matin, vers 9h30, il est monté avec son état-major et il nous a fait venir, le capitaine Touiras et moi. Il a regardé ça. Il n'a pas fait le détail, le général. Il n'est pas rentré dans le Berghof, ça n'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est d'avoir mené sa division comme il l'avait menée depuis le début, depuis 1940, et d'arriver ici pour planter le drapeau français sur la maison même d'Hitler, au Berghof, puisqu'il y avait un grand drapeau, bleu, blanc, rouge. Il nous a exprimé sa satisfaction. Je me rappelle pour la photo, les aspirants, les officiers supérieurs figuraient là sur la photo, et il m'a dit « Hé, l'aspirant, par ici ». C'est très bien, dit Leclerc à Touiras et à Raison. Mais c'est là-haut qu'il faut aller.
au Nid d'Aigle. Le Nid d'Aigle, d'où Hitler avait l'impression de dominer le monde. Avec quelques hommes du bataillon de marche du Tchad, Touilleras et Raison mettent 5 heures pour escalader le rocher. Et à 18h30, ils y plantent le drapeau de la France libre. C'était une espèce d'énorme salle, très jolie, avec une grande cheminée, vue magnifique, nous en parlons. Et sur la table, le couvert était mis. Alors j'avoue que, eh bien, nous avons pris un certain nombre de choses. Voilà ce que je retrouve, gardé pendant 27 ans au fond de mes tiroirs. Ces couverts, vous voyez à H, le monogramme. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces couverts et pas d'autres? Bah, ça s'est trouvé, nous étions pressés. Une serviette. Cette serviette qui faisait partie d'un jeu de table à H. La grande nappe, je l'ai emmenée aussi dans le ceinturon. Elle a remplacé le drapeau. Dans toute l'Allemagne, c'est maintenant une course de vitesse. Le 25 avril, les chars de la première armée américaine atteignent l'Elbe à Torgau. À midi, une patrouille de la 69e division américaine rencontre les premiers soldats russes de la 58e division de la garde. En 24 heures, Torgau, petite bourgade inconnue de Saxe, devient célèbre dans le monde entier. Correspondants de guerre, photographes, caméramens accourent pour fixer l'événement historique. La poignée de main entre le général américain Emil Reinhardt et le général soviétique Vladimir Roussiakov. La poignée de main entre l'Est et l'Ouest. Le même jour, tandis que soldats américains et russes fraternisent sur les bords de l'Elbe, à 10 000 kilomètres de là, à San Francisco, se réunit la première conférence des Nations Unies. Et le président Truman déclare « Nous avons combattu ensemble dans la guerre. Nous travaillerons ensemble pour la paix. » Tout au nord, les Anglais, après avoir pris Hambourg, font à leur tour leur jonction avec les Russes, près de Wismar, sur la Baltique. Ils ne se comprennent pas, et ce n'est pas seulement une question de langue. How you, pal? You're one of Joe Stalin's soldiers, and I'm pleased to meet you. We've both come a long way together, and we've done... Красная армия очень довольна тем, что наши союзники также били врага, как и мы. What does that mean, Staline? Very good. What does that mean? Eh? What does that mean? How do I know? How do I? Well, we can't speak the lingo, but we can fight the same way together, can't we? Yes. Well, all the best, old man. I'm very, very glad to have met you. Very glad indeed. Благодарим вас за помощь, которую оказали вы нам в войне против гитлеровской Германии. Thank you very much. We don't understand the language, but we mean the same thing. Pas si sûr que cela. La poignée de main qu'échange le maréchal Montgomery avec le beau maréchal Rokossovski est lourde d'arrière-pensée. Derrière un sourire de circonstance, Montgomery cache mal son dépit. Ah, si on l'avait écouté, il serait déjà à Berlin. And if we could beat the Russians to it, things would be much easier for us in the post-war years. But Eisenhower didn't agree. He reckoned that Berlin was merely a geographical location in which he wasn't interested. Well, we were to pay very dearly for that decision. Le colonel américain Charles MacDonald a vécu ces dissensions entre Montgomery et Eisenhower. Mais est-il vrai que certaines unités américaines, arrivées très près de Berlin, ont été obligées de s'arrêter? Le 9e armée américaine, avec le général Simpson, est arrivé sur la côte d'Elbe en avril et le général a demandé la permission à avancer à Berlin, qui était seulement 50 km de là. Et il a déjà établi un tête de pont sur l'Elbe.
Et il a demandé au général Bradley et au général Howe pour la permission. Mais les généraux ont décidé qu'il coûtera les Américains peut-être 100 000 des pertes pour avancer sur Berlin. Et ils ont décidé un pas assez important pour ça. Pour le maréchal Zhukov, pour toute l'armée soviétique au contraire, la prise de Berlin, c'est l'objectif principal. Pendant 2 mois, 2 millions de soldats russes ont piétiné d'impatience à 60 km de la capitale d'Hitler. Sur les plans, sur les maquettes, l'état-major soviétique a étudié l'assaut final. Tous les généraux russes savent maintenant qu'il faudra prendre la ville, quartier par quartier, rue par rue. Parmi eux, le général Boltin. Le jour de la préparation de la bataille de Berlin est arrivé. 3 groupes d'armées soviétiques, celles de Rokossovski, Zhukov et Konev, étaient engagés dans l'opération de Berlin. Les troupes de maréchal Zhukov devaient effectuer la mission d'honneur, emporter la capitale de Reich. En général, certains historiens prétendent que les autres maréchaux étaient jaloux de ce choix et qu'ils revendiquaient tous cet honneur. En particulier le maréchal Konev. Oui, sans doute. Vous savez que le 1er avril, les 2 maréchaux, c'est Zhukov et Konev, étaient invités au quartier général où Staline a dessiné de sa propre main la frontière entre le premier front de la Russie blanche et le premier front d'Ukraine, qu'il était coupé près de la ville Lublin, c'est-à-dire l'espace à l'ouest et au sud de Berlin restait vide. En somme, cela voulait dire que le meilleur gagne. Oui, en réalité, l'événement se déroulait comme ça, et l'assaut de Berlin était réalisé par 2 fronts, ceux de Zhukov et de Konev. Konev pouvait maintenant jeter ses chars sur Berlin. Le 25 avril, la capitale était encerclée. Le maréchal Voronov a concentré autour de la ville 22 000 canons, un tous les 10 mètres. Et 8 armées soviétiques, dont 4 armées de la garde et 3 armées de choc, attaquent dans tous les faubourgs à la fois. À Potsdam, à Spandau, à Pankov, les 200 000 soldats allemands de la garnison défendent chaque ruine, s'accrochent à chaque pan de mur. Dès le premier jour, c'est évident, la bataille pour Berlin va coûter cher, très cher. Chaque pâté de maison transformé en fortin doit être écrasé par l'artillerie russe.
2 millions de civils sont pris au piège. L'arrivée des premiers soldats russes, c'est la terreur des Berlinois. Beaucoup ne peuvent en supporter l'idée et préfèrent se suicider, par familles entières. Pour les autres, une seule chose compte, survivre. Et la guerre continue, 2 rues plus loin. « 26 avril, 2e jour de l'attaque. Les troupes de Zhukov nettoient 600 pâtés de maison, un par un. « 27 avril, la 8e armée de la garde, commandée par Tchouikov, le héros de Stalingrad, s'empare de l'aérodrome de Tempelhof, à 6 km de la chancellerie. Le 28 avril, voilà tout ce qui reste du Grand Reich qui, 2 ans plus tôt, s'étendait du Cap Nord à l'Afrique et de l'Atlantique au Caucase. Un carré de ruines de 6 km de côté. Il n'y a plus de Wehrmacht, seulement quelques îlots de résistance, comme le bunker du Zoo, avec son hôpital souterrain, ses 29 000 civils entassés dans les abris, et une poignée de fidèles. Goebbels, quelques SS étrangers, quelques jeunesses hitlériennes. Une dernière fois, Hitler sort du fond de son trou. Il vient d'avoir 56 ans. Il ne tient qu'à coups de piqûre de strychnine, 6 par jour. Il sait que tout est fini, mais il veut que l'Allemagne s'écroule avec lui, jusqu'à la dernière pierre, jusqu'au dernier enfant. Son seul ami vient lui dire adieu, Albert Speer. Hitler n'était plus vivant, on peut dire. Il était presque mort. J'ai eu l'impression que ses réactions ne sont plus les réactions d'un homme qui vit. C'était les réactions d'un homme qui est déjà à l'autre côté. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit... la guerre est finie en quelques jours, je me suicidais et je suis très heureux que quand les choses sont finies parce que je souffrais trop du développement des derniers mois et des trahisons de mes collaborateurs les plus prochains. Et maintenant, je serai
libéré de tous mes soucis. Ici, dans ce bunker, le 30 avril, Hitler épouse sa compagne Eva Braun. Il nomme son successeur l'amiral Dönitz. À 15h30, Eva Braun s'empoisonne. Goebbels tue sa femme, ses 5 enfants et se suicide. Hitler fait tuer sa chienne et se tire une balle dans la tête. Aux Allemands qui avaient tellement cru en lui, la radio annonce que le Führer, le guide, est mort. À cette époque-là, Hitler, d'un commun entendement, était devenu un obstacle à la vie. Alors, il faut croire, ce que moi j'en ai vu, que les gens ont eu un sentiment de libération. Mais je suis persuadé qu'il est resté beaucoup d'Allemands qui ont ressenti la disparition d'Hitler comme une catastrophe presque, non pas tellement collective que plutôt personnelle, comme une chose, une grande aventure de perdu. Il faudra encore 2 jours après la mort d'Hitler pour prendre le dernier carré autour du Reichstag. Trois divisions pour prendre le théâtre impérial et le siège de la Gestapo. Trois régiments enfin, pour donner l'assaut au Reichstag où résistent les derniers défenseurs de Berlin. Ils sont 2000. Après 2 jours et 2 nuits de combat au corps à corps, 2 soldats d'élite de la 3e armée de choc, les sergents Mikhail Yegorov et Meliton Kantaria, hissent le drapeau rouge sur le dôme du Reichstag. Il est 8h23, le 2 mai 1945. Jusqu'où est-ce que vous êtes arrivé vous-même? Jusqu'au Reichstag. C'est là qu'on a eu un grand concert. Le Reichstag brûlait et nos garçons, avec des accordéons et des chanteurs, ont donné leur premier concert. C'était très émouvant, il faut le dire. Vous comprenez, il y a des choses intraduisibles. La chanson russe, il faut avoir l'oreille russe et être soviétique pour comprendre toute la grandeur de cette chanson chantée sur les escaliers du Reichstag. Et puis on chantait à propos de notre Katyusha, qu'on voit, oui, derrière mon dos. C'est elle qui a chanté la grande chanson de la guerre.
Pour la première fois depuis le début de la guerre, le maréchal Zhukov a le sourire devant les caméras. Il a le sourire quand il voit les ruines de la chancellerie. La grande galerie, où Hitler, trônant au milieu des ambassadeurs, se croyait le maître de l'Europe. Le bureau, où il jouait avec la vie de millions d'hommes. La cour, où se trouvent encore les cadavres de Goebbels, de sa femme Magda et de leurs 5 enfants. Sur ordre, les SS les ont arrosés d'essence et ont tenté de les brûler. Et Hitler, est-ce lui? Non, son chauffeur et son cuisinier sont formels. Ce n'est pas lui. Plus tard, le lieutenant Klimienko trouvera les vrais cadavres méconnaissables d'Hitler et d'Eva Braun, les déterrera et les enverra dans 2 caisses à l'état-major soviétique. Que sont-ils devenus? Mystère. Une semaine plus tard, les représentants du commandement suprême allié sont accueillis par les Russes à Berlin pour signer la capitulation sans condition. Le général Eisenhower a délégué son adjoint, le maréchal de l'air anglais Tedder. En effet, la veille, à 2h41 du matin, les Allemands ont déjà capitulé devant les 4 à Reims, au quartier général d'Eisenhower. Mais les Russes ont insisté pour que la cérémonie soit répétée chez eux, à Berlin. Ainsi, pour les Allemands, qui ont essayé en vain d'obtenir une capitulation séparée, il n'y aura pas d'équivoque. Quelques instants plus tard, un avion américain dépose sur le même terrain le représentant de Dönitz, le maréchal Keitel. À sa descente d'avion, en lisant le texte qu'on lui remet et qu'il devra signer tout à l'heure, l'ancien chef d'état-major d'Hitler perd ses dernières illusions. Pour aller au quartier général de Zhukov à Karlshorst, il faut traverser tout Berlin. 50 kilomètres de ruines. Hitler avait dit un jour, dans 10 ans, personne ne reconnaîtra Berlin. Il avait dit aussi, dans 1000 ans, on se souviendra encore de mon nom. Il avait raison. Dans 1000 ans, on se souviendra encore de cette guerre qui a coûté plus de 50 millions de morts. Une guerre qui va se terminer, ici, ce soir. Le général Delattre de Tassigny doit signer au nom de la France. Il est accompagné par 2 officiers, le capitaine Bondou et le colonel Demetz, son chef d'état-major. Ce jour-là, ces 3 hommes représentent la France qui s'est battue contre Hitler. Ah oui. Oui, c'est bien ça, c'est la salle. C'est la salle historique. Lorsque nous arrivons à 2h30 avec le général Delattre, notre immédiate réaction, il n'y a pas de pavillon français. À la demande du général Delattre, on a rajouté un pavillon français qui a été fabriqué de toutes pièces en quelques heures. Et moi, eh bien, moi, j'étais là, voilà, j'étais là, juste en face les Allemands. J'étais là et j'avais mes papiers, mes notes, tenez, voilà mes notes. Elles ont été écrites il y a 27 ans, bientôt. Des notes où j'ai marqué minute par minute ce qui se passe devant moi. Au moment où la séance commence, nous entrons dans la salle, il est minuit passé. Voilà le détail de l'entrée des commandants en chef. Précédés par le maréchal Zhukov, ils vont prendre leur place sur la table du fond. Avant de s'asseoir, ils se concertent quelques secondes. Et voilà les 4 généraux alliés qui vont signer. Le maréchal de l'air Tedder, britannique. Le maréchal Zhukov, soviétique. Le général Karl Spaatz, américain. Et le général Delattre,
que nous voyons dans le fond et que nous reconnaissons bien malgré la fatigue qui semble marquer son visage. Nous sommes déjà le 9 mai. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le 8 mai est déjà dépassé de 2 minutes. Dans le brouhaha des gens qui s'installent, car il y a derrière nous une table où il n'y a que des généraux russes. Et puis derrière eux, tous les caméramans, tous les reporters photographiques, qui sont nombreux, très nombreux, et qui, avec les sunlights, les projecteurs, inondent la pièce de lumière, en particulier à l'endroit où les Allemands vont entrer. Si bien que, quand Keitel paraît dans l'encadrement de la porte, il est littéralement aveuglé par ces lumières qui le frappent de face. Il arrive en saluant de son bâton de maréchal. Il pense que nous allons, nous aussi, répondre à son geste, mais les instructions sont formelles. On ne répond pas à son salut. À partir de ce moment-là, il restera guindé, chromé, et lorsque tout à l'heure, Zhukov lui adressera la parole, debout, Keitel ne bougera pas et restera assis. Et là, le dialogue est extrêmement sec. Zhukov demande à Keitel, « Avez-vous reçu l'acte de capitulation ?» Il répond, « Ya ». « Vous avez les pouvoirs pour signer ?»« Ya ». « Vous avez des objections à faire ?» Il demande 24 heures de délai. Zhukov consulte rapidement à gauche, à droite. Ses voisins demandent refusé. Alors venez signer. Et Keitel, à minuit 14, ajuste son monocle et se présente à la table de la signature où on lui présente les actes de capitulation à signer. Ses officiers d'état-major lui indiquent du doigt l'endroit où il doit apposer sa signature. Voilà le moment de la signature par Keitel. Regardez son visage, il est marqué par le malheur, ce malheur au vaincu qui résulte de cette haine inexpiable, la haine entre les Soviétiques et les Allemands et nous-mêmes, après toutes nos épreuves. Nous n'avons pas de pitié. Il faut bien le dire, à ce moment-là, nous n'avons pas de pitié pour les nazis. Vers minuit 20, 5 minutes après, il a signé les 9 exemplaires de l'acte de capitulation. Les documents circulent des commandants en chef à l'autre. Les 2 principaux qui signent comme commandants du front oriental et du front occidental, Zhukov et Teder, puis les 2 témoins, le général Delattre pour la France et le général Spaatz pour l'Amérique. La guerre en Europe est finie.
voisins, le feuilleton événement qui a passionné des millions de téléspectateurs dans le monde entier emménage sur Antenne 2. Peut-être bien que je devrais tout lui dire un jour. Je pense que tu es un peu dur avec ton fils. Écoute, ne te mêle pas de la façon dont j'élève Jim. Chaque jour, retrouvez les péripéties, les disputes et les aventures de 3 familles avec leurs voisins. Eh ben, c'était super. Une grande saga inédite, palpitante et passionnante. Les voisins, ils seront vos nouveaux amis. Les voisins, du lundi au vendredi, l'après-midi à 17h45. Et si vous les avez ratés, chaque épisode est rediffusé le lendemain matin à 11h35. Antenne 2, allumez la passion.